acceptez-le. Je pense qu'il faut que... Voilà, très bien, très très bien. Alors maintenant, donc, comme je vous disais, on va commencer cette formation sur l'intestin, le deuxième cerveau, avec Guy Daniel. Et ensuite, nous aurons Claude Agnetti. Mais pour l'instant, Guy Daniel, c'est à toi. Vas-y. Oui, bonsoir à tous, bienvenue et puis merci donc d'avoir accepté donc de vous former, de vous informer notamment sur ce que c'est en fin de compte le- la relation en fait qu'il y a avec les intestins et le cerveau. C'est vrai que couramment on parle donc de ça, mais sans mettre véritablement donc le doigt sur le lien qu'il peut y avoir entre donc les intestins et le cerveau. C'est vrai que je vais vous donner donc plus ou moins donc des informations que vous avez peut-être trouvées euh, soit de vos lectures ou soit sur Internet, mais je vais faire au moins le lien comment on peut justement assainir euh, ces deux entités, c'est-à-dire donc le- les intestins et le cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que on considère en effet que c'est le deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que les intestins sont dotés donc de neurones. Et ces neurones-là émettent certes un signal qui est à un moment donné collecté et qui est envoyé directement par le cerveau pour donner un certain nombre d'informations. Et c'est à cela qu'on parle donc de, de deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que tout comme le cerveau, donc l'intestin a donc des neurones. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut compter qu'il y a 200 millions de neurones dans notre cerveau et dans notre moelle épinière. Alors, quel est le véritable lien entre donc, ces deux organes, intestin et cerveau? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système digestif, et plus particulièrement donc, les intestins, sont peuplés donc, de bactéries. Alors, on va dire de micro-organismes, parce que dans les micro-organismes, on va trouver certes des bactéries, des levures, des champignons, qu'on appelle communément donc microbiote ou micro-organismes. Et donc voilà, c'est ça en fait. Quand on parle donc de, de microbiote, on entend par là bactéries, des bactéries qui colonisent les intestins, les levures et les champignons. Ce qu'il faut savoir, quand on parle de bactéries, c'est vrai que euh, il nous faut avoir donc les deux types de bactéries, les bonnes bactéries et les mauvaises. Ça, on n'a pas le choix. Il en faut les deux et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et à cela, donc, on a un microbiote qui est en santé et qui pourra donner donc les informations qu'il faut au cerveau. C'est vrai qu'il y a donc des études qui ont été faites et qui attestent véritablement donc la présence de ces neurones dans les intestins et qui sont liés et ont une relation particulière avec, avec notre microbiote intestinal. Alors, qu'est-ce qui va faire donc le lien entre le cerveau et l'intestin? Eh bien, c'est ce qu'on va appeler donc le nerf vague, qui est appelé, donc il y a donc des appellations euh, autres, mais c'est que c'est un nerf euh, qui, qui est là, qui fonctionne automatiquement. C'est ce qu'on appelle donc la parasynthèse sympathique. Et son rôle, c'est justement donc le lien entre donc ces deux organes, c'est-à-dire donc l'intestin et, euh, et, euh, et le cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet organe euh, parasympathique ou nerf vague
fonctionne seul, n'a pas besoin donc d'assistance particulière et permet donc de gérer à la fois donc les fonctions vitales, la digestion et autres, les palpitations au niveau donc du cœur. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nerf joue un rôle crucial dans la relation intestin-cerveau, puisque en fait, il est directement connecté, lié au système nerveux qui aura donc un rôle sur les organes, comme je disais, euh, vitaux, poumons, cœur, foie, estomac, rate, reins, les intestins. Et justement, pour fournir un certain nombre d'informations, pour des informations qui sont à la fois de l'ordre de de la palpitation, de la sensibilité, des émotions. Voilà, donc notre corps va forcément réagir. Bon, Guy Daniel, on t'entend plus. Bon. En fonction donc Il des y a eu, stimulus à la fois intérieurs et extérieurs. il y a une Au niveau partie. de la Il digestion, Guy Daniel, tu m'entends? au niveau de... Il y a une partie, Oui, je t'entends. ça a coupé Oh, euh, oui, une minute. pardon alors. Pendant une minute, on n'avait pas du Ça a tout coupé? oui. Alors, voilà, D'accord. tu en étais là d'ailleurs, tu en étais Oui, à OK. oui. Oui, donc je vous disais que le rôle crucial, euh, la relation qu'il y a entre l'organe qui fait la relation entre l'intestin et le cerveau, c'est justement donc le nerf vague qui a un rôle particulier puisqu'il lie donc le système, je disais, nerveux aux autres systèmes, notamment digestifs et cervical. Et il y a forcément une interaction qui va se mettre en place et qui pourra donc justement donc envoyer donc des signaux. Je disais, ces signaux-là peuvent être à la fois internes ou externes. Alors, je vais parler donc du microbiote par rapport donc au cerveau. Ce qu'il faut savoir, ouais, c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que le microbiote intestinal envoie forcément donc des signaux au cerveau via donc le système entérique, notamment donc parasympathique, qui joue un rôle à la fois sur nos humeurs, sur un stress qu'on aura donc, qu'on était sensible à un stress à travers donc la sérotonine. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau a besoin d'informations pour interagir avec son environnement. Environnement à la fois intérieur et extérieur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir que l'intestin va être le conseiller du cerveau. Il va en fait, notamment à travers donc le microbiote intestinal, informer le cerveau sur les différentes activités que l'organisme aura, donc notamment euh, ressenti, collecté ou informé en tout cas donc de l'état de santé donc du corps. Et à partir de cela, donc, il y aura donc une réaction qui va se mettre en place. C'est la raison pour laquelle donc, il est important euh, d'avoir donc un état émotionnel plus ou moins équilibré. Et ça passe par éventuellement donc s'entourer de bonnes personnes, faire une activité physique et avoir une alimentation plus ou moins plus ou moins équilibrée. Alors,
L'intestin, notre cerveau émotionnel. Alors, notre intestin nous informe de toutes les activités donc, du cerveau, notamment de tout ce qui est activité donc, digestive, tout ce qui est lié donc, aux émotions et tout ce qui est activité cérébrale. Donc, je disais, donc, une émotion forte ben, va réagir, il y aura donc une réaction donc, au niveau donc, de, notre, de notre intestin. D'où, par exemple, il y a par exemple un terme qui revient souvent, avoir un nœud, d'accord? Avoir un nœud, une boule au ventre. Donc, c'est lié au fait qu'il y a eu un état émotionnel qui a donc généré et qui a donc envoyé une information à l'intestin et de voir qu'on a cette sensation donc de boule ou de nœud au ventre. Donc, tout ça pour montrer que euh, le système nerveux a forcément une relation avec les intestins et vice-versa. Hein, ça communique. Il y a un vase communicant entre donc, ces deux organes. Euh, donc voilà, donc oui, donc comme là je vous ai noté, 15% donc la sérotonine est présente dans notre corps et bien sûr nous met en relation donc avec les intestins. Ce qui envoie donc, alors c'est vrai que le corps est muni donc de capteurs qu'on appelle donc de neurotransmetteurs qui est chargé donc de transmettre ces informations par des vases communicantes. Euh, donc voilà, à travers donc justement donc, nos humeurs, à travers les émotions, à travers aussi le stress. Alors le rôle donc des intestins euh, à notre sensibilité au stress. Donc, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, hein, donc, c'est vrai que nos intestins sont très sensibles à tous les événements intérieurs ou extérieurs, notamment donc, un stress ou stress. Donc, dès qu'il y a donc une sensibilité qui est apparue, eh bien, le nerf vague va, va, va susciter donc une réaction et donc on va avoir donc une réaction par rapport à cela. Et généralement, quand on réagit par rapport à cette sensibilité, ben, on se sent mal. Donc, soit on est amorphe, soit donc, on a donc les humeurs qui changent. Et puis, donc, c'est vrai que lorsqu'on a les humeurs changeantes, bon, c'est vrai que bon, c'est pas agréable pour celui qui est à côté de nous. Voilà, en quelque sorte, les quelques éléments que je voulais vous apporter par rapport à cela, mais surtout, ce qui est avant tout important, c'est de pouvoir, à travers cette connaissance, se dire, à travers ce que je sais du microbiote, de l'intestin en lien avec le cerveau, que dois-je et que pourrais-je mettre en place? Ça va être simple. Ce qui va, ce, ce qu'on pourra en tout cas mettre en place, c'est de pouvoir euh, fréquenter, avoir un environnement qui est serein. Et nous avons justement un, un outil. Pourquoi? Parce que c'est vrai que on a comme le système d'éducation qui nous permet donc de nous connecter pour avoir aussi ce lien qui nous permet donc de- d'éliminer d'éliminer donc les aspects qui peuvent nous tirer vers le bas. Donc, c'est vrai que notre environnement a une part importante dans l'équilibre intestin-cerveau. Donc, je nous encourage en tout cas donc à garder cette dynamique. Il y a aussi l'élément euh, sur l'alimentation. L'alimentation est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut consommer en majorité des fruits, des légumes, du terroir local, proche de chez nous. Nous avons aussi, donc, à côté, bon, je vais en parler tout à l'heure concernant les compléments alimentaires, mais consommer donc des fruits, des légumes, le plus souvent des céréales complètes et riches en fibres
pour favoriser donc une santé intestinale, euh, une santé à la fois intestinale, cerveau parfaite. Le choix donc d'alimentation est importante, notamment la consommation d'alcool qui doit être véritablement être maîtrisée, la consommation de cigarettes, la consommation de café. Ce qu'il faut savoir en pensant à café, ce qui est important pour les buveurs de café, c'est de se dire mon café, ok, mais jamais sur un estomac vide. Donc pensez-y. Donc on prend le café toujours après avoir mangé. Donc les suppléments alimentaires, nous avons donc dans notre boutique en ligne notamment des probiotiques. Nous avons euh, des fruits et légumes, le complexe fruits et légumes. Pour le stress, s'exercer à tout ce qui est yoga, méditation, respiration profonde. On n'en a pas encore donc dans la boutique ces genres d'exercices, mais en tout cas, donc, il y a la vitamine B complexe qui peut nous aider. Et avoir un sommeil réparateur, pour cela, donc, dormir suffisamment et dormir avec une bonne pensée, c'est aussi intéressant pour un bon axe intestin-cerveau. Consommer des antibiotiques, nous avons notamment donc euh, de l'ail, le complexe d'ail qui est pas mal en termes donc d'antibiotiques et de probiotiques. Donc voilà un petit peu donc, mes recommandations pour la santé de l'axe intestin-cerveau. Voilà, je vous remercie de votre attention. En espérant, je souhaite que mon début n'a pas été trop rapide et que vous avez pu donc me suivre. Donc j'invite notre ami donc, Claude à pouvoir aussi compléter, compléter mon discours sur axe euh, intestin. Donc, merci. Attends. On t'entend pas. On t'a pas entendu, Ariel. Ton micro. Encore. Bonsoir tout le Ah, monde. ok, ok, voilà. Merci, merci Guy Daniel, c'est ça. J'essayais de te mettre un peu à l'écran. Merci pour ces points-là et les recommandations que tu as faites pour certains compléments qui peuvent aider à ce niveau-là, hein. Maintenant, maintenant on va continuer avec notre ami Claude Agnetti, hein. Claude va nous parler de la flore intestinale. Tu es là, Claude? Où est-ce que tu es? Oui, je suis là, vous m'entendez? Tout le monde m'entend Euh, bien? Oui, c'est bon. oui, je voulais t'épingler, pas te mettre un peu en avant, mais attends voir. Tu es où? Ah, tu es là, Claude. Attends voir. Oui. Euh, ok. Bon, je voulais mettre ton visage. Euh, bon, en tout cas, on te laisse la Vous parole. m'entendez bien? Vous voyez bien mon diaporama? Très, très bien. Très, très bien. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir et, bonsoir et merci à tous. Merci Guy Daniel. Donc oui, effectivement, même si je répète quelques petites choses, mais je vais essayer effectivement de compléter tout ce qui vient d'être dit. Alors, tout d'abord, comme il l'a dit, effectivement, notre microbiote pèse environ 2 kilos. Comme il l'a dit, c'est très riche en bactéries, levures, champignons, virus, 100 000 milliards de micro-organismes, hein, 10 fois plus que le nombre de nos cellules. On distingue trois grands types d'entérotypes, hein, humains, comme un peu comme les groupes sanguins, indépendants de tout ce qui est environnement, sexe, âge, etc. Et on est centré à peu près sur 160 espèces de micro-organismes. Les facteurs qui peuvent jouer, d'abord, le mode d'accouchement. Je rencontre pas mal de gens qui ont eu des naissances par césarienne. Ça pose souvent des problèmes au niveau du microbiote. On en reparlera tout à l'heure. L'environnement bactérien, bien sûr, l'allaitement, la durée d'allaitement également des mamans, on va en parler, la pollution, le stress, tout ça, bien sûr, peut jouer sur le microbiote. Guy Daniel vient de le dire. Notre microbiote exerce aussi une influence sur notre appétit, sur la vidange gastrique, bien sûr, hein, puisqu'en fonction de l'état de santé de notre microbiote, eh bien,
On peut retrouver des problèmes intestinaux, mais également au niveau de l'estomac et des reflux gastriques. Notre silhouette, bien sûr, qui va être plus ou moins modifiée en fonction de l'état de santé de ce microbiote. Et puis, l'état inflammatoire, si effectivement, la plupart des gens mangent peu de fibres, des sucres rapides, des graisses saturées, des protéines animales en excès, qui peuvent créer de la porosité intestinale ou des intolérances alimentaires. La vitesse de notre vieillissement également, puisque effectivement le microbiote et la digestion vont avoir un impact direct également sur l'énergie, sur nos mitochondries, etc. On en parlera également tout à l'heure. Notre santé en général, nos humeurs, puisqu'effectivement on a vu le lien entre le microbiote et le cerveau, on en reparlera un peu tout à l'heure également. Et puis à travers le microbiote et les selles, en particulier l'analyse des selles, on est capable de prédire aujourd'hui les maladies que nous allons développer et de favoriser ou au contraire combattre ces mêmes maladies. Donc ça aussi, c'est des pistes intéressantes des études relativement récentes. Ensuite, la prise en compte du rôle crucial de la flore digestive dans la santé, donc le déséquilibre de cette flore qu'on appelle dysbiose, lorsque effectivement les bactéries pathogènes prennent le dessus sur les bactéries partenaires. Donc, dans l'apparition de nombreuses maladies comme les colopathies, les inflammations chroniques, on parle souvent aussi du candida albicans, du candida qui dégrade en particulier les acides aminés comme le tryptophane, précurseur de la sérotonine. Vous savez à quel point le tryptophane est important puisque c'est le précurseur de cette fameuse sérotonine que Guy Daniel a dit qu'on en fabriquait dans les 90-95% au niveau des intestins. Donc, on voit l'importance, d'autant plus après au niveau hormonal, puisque la sérotonine va agir sur la glande pinéale du cerveau et qui va sécréter, entre autres, la mélatonine, la valentonine, la 6-méthoxyharmalan, etc. Tout un tas d'hormones très importantes pour notre équilibre. Et puis également par rapport à la tyrosine qui est très importante, bien sûr, pour la thyroïde, pour éviter de se retrouver en hypothyroïdie, et puis également précurseur de la dopamine qui est un peu l'hormone du plaisir à court terme. Le surpoids, bien sûr, ça peut jouer. Le diabète, ça, en fonction effectivement de l'état de santé de notre microbiote, il peut y avoir des grosses répercussions, en particulier au niveau du diabète de type 2. Les maladies cardiovasculaires, bien sûr, puisqu'effectivement ce microbiote va aussi agir, entre autres, sur l'endothélium de nos artères. Et puis, aujourd'hui, il est reconnu à travers toutes les études qu'il y a un impact direct à travers les maladies de Parkinson et d'Alzheimer par rapport au microbiote. Et puis, tous les troubles psychiatriques, les maîtrises de nos pulsions, irritabilité, déprime, etc. Guy Daniel vient d'en parler. Alors, la guerre intestine dans notre ventre, bien, elle se fait, comme je viens de le dire, à travers cet équilibre entre ces bonnes et mauvaises bactéries, ce qui explique aussi qu'on utilise avec succès des probiotiques, du genre Bifidus ou Lactobacillus, contre les gastroentérites ou les diarrhées infectieuses. Une dysbiose entraîne aussi une inflammation de la paroi du tube digestif et de l'induction de zonuline. Et cette fameuse zonuline, qui est la protéine qui désorganise l'adhérence effectivement de nos entérocytes, de nos cellules, fait qu'effectivement on se retrouve avec des intestins poreux. Donc ça, on voit à quel point tout ce qui va induire de la zonuline, effectivement, ça va créer une porosité intestinale avec toutes les conséquences qu'on a derrière. Alors, ces conséquences, entre autres, on peut trouver de l'eczéma, de l'asthme. Vous voyez que l'eczéma et l'asthme, on est loin de penser souvent que ça peut venir de notre microbiote. Toutes les maladies auto-immunes, la plupart des grandes maladies auto-immunes viennent de l'état de santé de notre microbiote. On a parlé du diabète, on a parlé des maladies cardiovasculaires avec l'oxydation en particulier du LDL, du soi-disant transporteur du mauvais cholestérol, le stress inflammatoire également du foie avec les facteurs de stéatose, stress inflammatoire aussi de la barrière, il vient d'en parler, hématocéphalique, qui protège notre cerveau avec des risques de médiateurs pathogènes venus du tube digestif comme les opioïdes dérivés du gluten et des produits laitiers qui gênent également l'action des endorphines. Donc, quand on sait l'action des endorphines par rapport à notre état de bien-être ou de mal-être, c'est quand même très important. La communication entre l'intestin et le cerveau, on vient d'en parler. Effectivement, il y a le nerf vague, comme l'a dit Guy Daniel, mais il y a aussi les neurotransmetteurs qui vont jouer un rôle important. On en a parlé avec la dopamine, la sérotonine, etc. Les hormones également, bien sûr, vont jouer un rôle important. Tous les messagers inflammatoires et puis tout ce qui est métabolite, c'est-à-dire tout ce qui est issu des différents métabolismes.
Les grands axes, bien nourrir sa flore. Donc, ce que nous mangeons est fondamental pour la santé de notre flore. Les viandes industrielles, vous en doutez, les graisses saturées avec les oméga-6, les sucres rapides, fructose en excès, les lactose par rapport au lait. Le fer également, qui est très pro-inflammatoire, bien sûr, va jouer un rôle très important au niveau du microbiote. Les additifs ou édulcorants comme l'aspartame également, et puis tout ce qui est, bien sûr, végétaux, glucides complexes, les fibres, le zinc, les oméga-3, vitamines, minéraux, antioxydants, polyphénols, profitent à notre microbiote, bien sûr, à tous les organismes, les micro-organismes partenaires. Donc on voit bien qu'entre les viandes industrielles, les graisses saturées, les sucres rapides, le fer, les additifs, les édulcorants, et bien sûr, ce qui est sain pour notre santé, les végétaux, les glucides complexes, les fibres, tout ce qui est riche en fibres, le zinc, les oméga-3, le zinc bien sûr pour le renouvellement cellulaire, les oméga-3 comme anti-inflammatoires entre autres, toutes les vitamines bien sûr et les antioxydants, les polyphénols, bien sûr, les polyphénols qui ont un rôle très important. C'est pour ça d'ailleurs je dis souvent, quand on mange des fruits et des légumes, on a tout intérêt à ce que ces fruits et légumes soient bio. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont bio? D'une part pour limiter les pesticides, entre autres, mais également parce qu'ils sont beaucoup plus riches, comme étant donné les fruits et les légumes doivent se battre contre les éléments extérieurs, eh bien, ils s'enrichissent en polyphénol. Ce qui veut dire que quand on mange des fruits et légumes bio, eh bien, on s'enrichit également nous-mêmes en polyphénol. C'est très important. Les probiotiques, pour un effet durable, doivent absolument être accompagnés par une transformation en profondeur de notre alimentation. Et les cas particuliers, j'en ai parlé tout à l'heure, les nourrissons, la césarienne en hausse, période d'allaitement qui est de plus en plus faible. Et puis la première année, là aussi les études font ressortir qu'un bébé va subir environ entre 10 et 12 antibiothérapies, ce qui n'arrange pas du tout, bien sûr, le microbiote, vous vous en doutez. Alors les glucides rapides font descendre dans le côlon rapidement des éléments non digérés correctement qui va créer la production d'hydrogène et de méthane avec ses conséquences qu'on imagine bien, les ballonnements, les douleurs abdominales, les flatulences, les diarrhées, les perturbations du sphincter œsophagien et des reflux gastriques. Hein. C'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens également qui ont des reflux gastriques. D'accord ? Donc tout ça, eh bien, il faut le soigner, la mauvaise haleine, etc. Les graisses, bien sûr, là aussi, et la flore. Alors une alimentation riche en graisses saturées, ça réduit la production du fameux butyrate, qui est l'acide organique protecteur et favorise l'inflammation, tout en stimulant l'accumulation hépatique. On a parlé de la stéatose hépatique, du foie gras. Les graisses saturées du lait, comme les oméga-6 et l'huile de tournesol, sont inflammatoires, il faut l'avoir en tête. Tous ces mécanismes contribuent à l'explication de certaines pathologies, entre autres comme la maladie de Crohn. Il y a de plus en plus de gens qui développent ce type de maladie. MAO, qui est l'oxyde de triméthylamine, et cet oxyde triméthylamine associé à des risques de néphropathie. Vous savez que la néphropathie, c'est un rétrécissement des artères rénales, de maladies neurodégénératives, on a parlé d'Alzheimer, de cancers colorectaux également, donc attention. Et puis la viande est aussi une source de nombreux pathogènes, puisqu'effectivement, c'est dans la viande industrielle où on trouve le plus de virus. Hein, on trouve des Escherichia coli, des Clostridium difficiles, des campylobactères, des adenovirus oncogènes, surtout dans le poulet. On trouve de la salmonelle dans les œufs, on trouve également des papillomavirus dans le porc, etc. Et l'exemple au sujet des viandes, qui est un bon exemple, moi je l'ai lu quand j'ai lu le livre du professeur Curtet sur les centenaires d'Okinawa. Au Japon, la consommation de viande était très faible. Ils mangeaient surtout des algues et du poisson. Et elle a vu celle-ci exploser de 700% depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des Américains, etc., du changement du mode d'alimentation. Eh bien, il y a un accroissement aujourd'hui, c'est le constat qu'on peut faire chez les Japonais, de 400% de la fréquence des cancers colorectaux. Donc, on imagine bien que la viande, ce n'est pas un élément de santé, on va en parler. Constipation et microbiote, irritante et inflammatoire au niveau du côlon et du rectum, bien sûr, cette constipation, elle contribue bien sûr à la dysbiose et altère aussi la perméabilité digestive. Donc on voit qu'avec toutes les conséquences derrière, cancer du côlon, du rectum, etc., mais également du sein. Il y a de plus en plus de cancers du sein et de plus en plus jeunes. Et en particulier, les études qui sortent aujourd'hui montrent un effet vraiment carcinogène de plus de 50% au niveau du sein, quand il y a une association de la constipation
avec la pilule, la cigarette, les régimes pauvres en fibres et tous les dérivés d'acide biliaire qui passent du tube digestif dans la circulation sanguine. Donc, je m'adresse également à toutes les femmes qui prennent la pilule, et qui en plus fument, mais surtout faites attention à votre transit intestinal, parce qu'avec le lien avec la constipation, effectivement, ça peut être très dangereux par rapport au cancer du sein. Les amis de la flore intestinale, une alimentation riche en fibres végétales et associée à une plus grande diversité, bien sûr, du microbiote, avec une forte augmentation des bonnes bactéries. La consommation d'aliments riches en fibres peut multiplier par 100 le nombre d'Akkermansia. L'Akkermansia, c'est une bactérie qu'on a découverte en 2004 et qui joue un rôle majeur dans l'épaisseur de la couche protectrice de la muqueuse du côlon par le mucus. Puissant effet anti-inflammatoire et réducteur du passage d'endotoxines. Donc ça, c'est important, bien sûr. Cette bactérie a un rôle très important pour protéger, bien sûr, les muqueuses du côlon. Et puis les polyphénols, on en a parlé, qui réduisent la glycémie, qui améliorent la tolérance au glucose. Ils ont une puissante action anti-inflammatoire. Ils agissent également pour la chélation du fer. C'est-à-dire que quand on se nourrit de fruits et légumes riches en polyphénols, eh bien, on a aussi un effet anti-fer. Donc ça, c'est excellent pour les gens, bien sûr, qui ne souffrent pas d'anémie, mais qui ont besoin, effectivement, de diminuer leur fer ou qui mangent trop de viande. L'huile d'olive vierge, bien sûr, extra vierge, première pression à froid, qui est aussi très riche en polyphénol. Alors, l'atout des fruits et des légumes. D'abord, les fruits et légumes sont pauvres en sodium. Ça, c'est un point très important parce que le sodium est une source de nombreuses pathologies. Après, ils sont très riches aussi en potassium et en magnésium. On en parle assez souvent dans les formations, on connaît l'importance du potassium et du magnésium. L'effet global alcalinisant, donc ça a plutôt un effet pour rendre un pH neutre et non pas un déséquilibre acido-basique. Donc ça, c'est un point important. Caractère peu calorique des végétaux également, ils contiennent peu de calories. Richesse en antioxydants et en principe anti-inflammatoires. Riche en molécules détoxifiantes, c'est important. Richesse en stimulants et en réparation de l'ADN. On parle en particulier de la division cellulaire et des télomères par rapport aux chromosomes. La pauvreté en glucides rapides, ça c'est important également. Et puis pauvreté en graisses saturées et trans et en acides arachidoniques qui sont bien sûr des produits, des sources d'inflammation. Pauvreté en protéines et en fer, ça c'est important. Et puis richesse en eau par rapport à l'hydratation et la constipation, c'est important par rapport au transit, de boire suffisamment. Et puis richesse en fibres solubles et insolubles et en polyphénols. Ces fruits et légumes, c'est aussi la richesse en micro-organismes dont beaucoup restent vivants malgré la digestion. Ça, c'est très important. Vous savez que la digestion, les sucs gastriques tuent beaucoup de choses, entre autres les virus, etc. Mais en particulier, effectivement, il y a de nombreux micro-organismes qui traversent cette machine à laver qu'est notre estomac et qui se retrouvent comme nutriments bénéfiques au niveau du duodénum et de l'intestin grêle. Pour résumer, il faut limiter les viandes réservées aux occasions festives, non roussies, non carbonisées, bien sûr. Attention à l'effet Maillard, à tout ce qui est grillé, etc. Sauf groupe, bien sûr, les femmes enceintes, les adolescents en pleine croissance ou les personnes anémiées, auquel cas, effectivement, ils peuvent manger un peu plus de viande. Mais pas tous les jours, ça c'est sûr. Les graisses saturées, le beurre, les fromages, les produits pâtissiers ou industriels, la choline également, le jaune d'œuf, foie, viande, poisson, fruits de mer, attention à tout ça, pas en excès. Les glucides rapides, comme les confitures, les confiseries, les pâtisseries, là on pourrait faire un débat rien que sur le petit déjeuner des Français. L'excès d'alcool, il en a parlé, Guy Daniel, attention, vous savez que l'alcool est vraiment un véritable poison, et en particulier le foie. Le foie, quand il voit arriver l'alcool, il arrête toutes ses autres fonctions. Les médicaments, et en particulier les laxatifs, qui sont vraiment pas bons pour notre flore intestinale. Les aliments industriels, bien sûr, les additifs, l'aspartame, le glutamate, on en a parlé. Guy Daniel a parlé aussi du café en excès, des sodas, des médicaments. Attention, les médicaments, il y a toujours un rapport bénéfice-risque. Et puis les épices agressives comme le poivre noir, l'harissa ou le noakman également, riche en histamine. Donc attention à tout ça. Par contre, il faut promouvoir les sources de fibres de différents types, les légumineuses, les lentilles, les haricots, le pois, le soja, tout ça c'est excellent quand c'est naturel, quand c'est pas OGM, etc. Oléagineux comme les amandes complètes, ça peut être très intéressant. Le chocolat noir également, à plus de 70% de cacao, la chicorée. Les légumes,
oignons, ail, échalote, ail d'ours, asperges, artichauts, betteraves, poireaux. Les céréales semi-complètes, sans gluten, tant qu'à faire. Riz, sarrasin, quinoa, chia ou pauvre en gluten, comme l'avoine, le petit épeautre ou les pains au levain. Et puis le vin rouge également à dose modérée. Et puis, on peut promouvoir bien sûr les oméga 3. Attention bien sûr aux sources polluées de la mer, comme les poissons, les gros poissons, les coquillages, les fruits de mer. Donc, je dirais qu'il faut les réserver à des occasions festives. Parce que de par le fait que nos océans, vous le savez, aujourd'hui sont très pollués, donc aller plutôt vers des petits poissons, on l'a souvent parlé, et puis bien sûr privilégier les Nutrilite oméga 3 qui eux sont d'excellente qualité et pures. Donc ça c'est important. Les graines de lin broyées également, l'huile de colza bio, l'huile d'olive extra vierge, on en a parlé, les végétaux riches en micro-organismes comme la choucroute, les légumes verts, les olives, la tapenade, les yaourts au soja, au bifidus et au lactobacillus, les sources de polyphénol comme le curcuma, le gingembre, le clou de girofle, l'aubergine, les betteraves, le roquette, fruits comme la grenade, le myrtille, tous les fruits rouges sont excellents, le raisin rouge, les baies d'açaï, goji, le thé vert. J'ai vu tout à l'heure, il y avait une question sur le thé vert, c'est excellent, c'est source de polyphénol. Et puis riche en antioxydants, donc. Et puis probiotique Nutrilite, cure inaugurale de 30 jours. On peut commencer par une boîte complète, un sachet par jour. Puis après, on peut faire des cures d'entretien pendant une dizaine de jours en fonction, bien sûr, de ce qu'on mange. Si vous mangez une alimentation riche en fruits et légumes, vous aurez peut-être besoin de moins de probiotiques. Mais en tout cas, au départ, n'hésitez pas à faire une bonne cure de 30 jours. Le zinc, la vitamine D, bien sûr, comme cure correctrice et hivernale. Mais quand on arrive à un certain âge, il faut en prendre pratiquement toute l'année. Et puis la L-glutamine pour la porosité, puisque la L-glutamine a cette particularité, effectivement, de faire la jonction correcte de nos entérocytes, de nos cellules, de nos intestins pour éviter la porosité intestinale. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ça va très vite, bien sûr, je comprends. De toute façon, je fournirai le diaporama. Et puis, si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, encore merci. Merci beaucoup, Claude. Tu peux arrêter ton partage d'écran si c'est Oui, possible. j'arrête tout de suite. Voilà. Et puis, je vais te mettre. Alors, je ne sais pas où tu es maintenant, du coup. Oh là là, tu n'es plus dans l'écran. Je voulais te mettre je te vois pas. Ah, peut-être, voilà, parce que comme il y a pas mal de monde, ça s'est réparti. Voilà, ok, Claude. Ok, épinglé. Je vais t'épingler, mais ça fait pas mal. Voilà, c'est pas. Euh, D'accord. Claude, pour résumer, tu recommandes donc les Balance Within et le sachet de fibres, entre autres, dans la gamme que nous avons. Oui, ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir un bon transit. D'accord? Ça, c'est important. Vous avez compris qu'il fallait absolument éviter la constipation. Donc, avoir un bon transit. Alors, d'abord, bien sûr, en amont, manger correctement, prendre le temps de bien mâcher. D'accord? La mastication est très importante. Et puis favoriser effectivement les fibres, tout ce qui est riche en fibres. D'accord? C'est important. Après, vous avez compris qu'il y a des éléments, il y a des aliments qui ne sont pas très bons pour la santé, qui peuvent être mangés parce il faut absolument rien, faut rien interdire, on est bien d'accord. Mais il y a certains aliments, il faut plutôt que ça soit festif, des occasions festives ou un aliment plaisir de temps en temps, mais éviter de les manger tous les jours, quoi. Parce que Mais, vous avez compris, entre autres, par exemple, les produits carnés, la viande. Je connais des gens qui mangent de la viande tous les midis et tous les soirs, euh, pour tout un tas de raisons, parce qu'on nous l'a inculqué, depuis très jeune, pour certains, les anciennes générations, et ça pose un vrai problème. À l'inverse, aujourd'hui, les nouvelles générations, on rencontre beaucoup de gens végétariens, végétaliens, véganes, etc., où là, effectivement, il y a d'autres problèmes qui sont liés, entre autres, à ce qu'a dit Guy Daniel sur la relation microbiote et cerveau. Et souvent, ces gens-là sont souvent des gens qui sont pas très bien dans leur basket, qui sont déprimés, entre autres, simplement parce qu'effectivement, ils n'ont pas suffisamment de protéines et d'acides aminés. Donc, on voit que c'est toujours une histoire d'équilibre. D'accord? C'est très important.
Claude, tu mentionnais aussi par rapport à la charcuterie, je ne sais pas si tu as abordé, mais Bien sûr, bien il faut sûr. éviter tout ce qui est charcuterie, peut-être privilégier les charcuteries artisanales, mais pas industrielles, à De cause toute des... façon, ça, c'est une règle de base. L'industriel, il faut vraiment l'éviter au maximum. Et après, manger une bonne viande de temps en temps, si vous aimez ça, faites-vous plaisir. Hein, pareil pour la charcuterie. Moi j'ai des origines de Parme, donc vous imaginez bien, je ne devrais pas vous le dire, hein. Avec mes origines savoyardes et de Parme, entre le lait de vache et la charcuterie, on est servi, nous. Mais non, voilà, il ne faut pas être dans l'excès, quoi. Voilà, il faut faire très attention. Et puis, c'est souvent des produits qui rendent le pH acide, hein. Vous risquez de rentrer en acidose, en plus d'avoir des problèmes par rapport aux produits industriels qui souvent sont chargés en sulfite, etc. Enfin, c'est pas très bon pour la santé, quoi. Oui, alors il y a des thèmes et on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est comme la constipation, mais ça pourra faire l'objet d'une autre formation. Il y en a une, d'ailleurs, je le dis à tout le monde, là, si vous voulez prendre note, ce sera toi, Claude, qui va traiter ce point, c'est Ouais. mieux comprendre le cancer. Oui, Ça, tout à fait. c'est Ouais. C'est un sujet qui me passionne d'abord parce que malheureusement, je rencontre beaucoup de gens en consultation qui viennent me voir quand c'est souvent trop tard, ou en tout cas pas assez rapide, quoi. C'est-à-dire que souvent les gens, ben, ils ont fait le tour un peu de tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient connaître, et puis au bout d'un moment, ben, voyant qu'il n'y a pas d'amélioration, ils viennent nous voir. Ce que je voudrais simplement vous dire concernant le cancer, il y a deux choses importantes. Les gens qui suivent des chimiothérapies ou des radiothérapies, on en parlera bien sûr, mais très important, les oméga 3. Les oméga 3 sont très importants parce que ça va rendre les membranes des cellules des tumeurs poreuses. Donc, les chimiothérapies et les radiothérapies pourront beaucoup plus agir sur la tumeur. Donc, ça, c'est un point très important, hein, qu'il faut souligner. Et puis ensuite, une chose qui est très importante, c'est que tous les gens, si vous avez des gens qui vous entourent, hein, vous êtes en relation avec des oncologues, n'hésitez pas à leur demander, il faut être franc, il faut être clair, qu'est-ce que je dois changer dans mon mode d'alimentation pour me donner tous les atouts de guérison. C'est important de le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire parce que si vous tombez sur un oncologue qui vous dit ne changez rien, on s'occupe de tout, très Changer. franchement, c'est pas très sérieux, d'accord, hein, puisque c'est pas une fatalité le cancer, hein. Quand on a un cancer, c'est parce qu'effectivement il y a eu des erreurs de fait en amont. Il y a à travers le mode d'alimentation, le mode de vie, le stress, la pollution, le manque de sommeil, etc. Donc il faut corriger ce qui est en amont. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, ça Donc, va être le thème, ça va être comment l'éviter, et une fois qu'on l'a, comment bien gérer sûr, comment le mieux. combattre, Voilà. comment le combattre avec toutes les chances de son côté, quoi. Bien sûr, c'est important. OK. Il y a des questions. Damien, s'il y a des questions, une ou deux questions, tu peux les lire en mettant ton micro, si tu es là. Il n'y a pas spécialement beaucoup de questions, beaucoup de remerciements. Je vois une question sur la stevia qu'on retrouve dans certains produits. C'est des édulcorants pour remplacer le sucre. Je crois que Ouais. c'est tout. Oui, Qu'est-ce que tu penses du oui, stevia? oui. Oui, bah, il vaut mieux prendre de la stevia nature effectivement que de prendre des sucres raffinés, hein, ça c'est sûr. C'est sûr, ouais. Mais le mieux, c'est encore d'éviter tout ce qui est sucré, quoi. Si vous voyez ce que Oui. je veux dire. Ouais, 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 Parce ouais. que un des combats par rapport au cancer, c'est le sucre. Ça, c'est le principal combat. C'est-à-dire éliminer ou diminuer fortement Ah le ben, moi sucre personnellement, rapide. si un jour ça m'arrive, je peux vous dire que j'aurais supprimé. Déjà, j'ai beaucoup supprimé le sucré, mais je peux vous dire que effectivement, le sucre, c'est pas un ami, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, oui, oui. Et alors, il y avait une question sur le thé vert. Donc, le thé vert, c'est recommandé, hein. Oui, c'est excellent. C'est riche en polyphénol, c'est riche en antioxydants, il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Il y a aussi une La question seule, sur le cho- thé la seule noir. chose, c'est que les gros buveurs de thé, faites attention si vous êtes anémié, Anémie. faut pas boire trop de thé parce qu'effectivement, le thé va
va inhiber, va éliminer le fer. Donc, pour les gens anémiés, je déconseillerais de boire beaucoup de thé vert, quoi. Il y a aussi une Surtout après question. avoir mangé. Surtout après Ouais, l'alimentation, il faut éviter. ouais, ouais. Donc, Il y a une question sur le thé noir. Daniel, Guy Daniel, tu recommandais le thé vert, pas après les repas? Ouais, surtout pas après les repas. Surtout, comme Claude disait, donc les gens qui sont sensibles qui sont anémiés, effectivement, le thé vert en petite quantité, mais jamais donc tout de suite après les repas. Ouais. Et Ok. puis, puisque Guy Daniel parle après les repas, je voudrais aussi souligner qu'en France, ce que je vois souvent l'erreur, les gens qui mangent les fruits en fin de Mm. repas. Alors ça, c'est terrible. Ouais, C'est terrible pour la santé, pour le microbiote. C'est ouais, terrible parce que la digestion des fruits se fait très rapidement. Donc, si vous les mangez tout de suite après, par exemple, des protéines animales, ça va rester bloqué, ça va fermenter, vous allez ballonner, vous serez pas bien, vous aurez une digestion très lourde, etc. Donc, les fruits, toujours loin des repas. Ah, bien avant ou bien après. L'idéal, Pas c'est de juste manger avant. un fruit. Non, bien si, non, pas juste avant. Voilà, faut les éloigner, quoi. Les éloigner des repas, les fruits, qui sont excellents pour la santé s'ils sont bio. Ouais. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Damien? Oui, à propos du thé noir, Sophie et Jonathan demandent si le thé noir est bon pour la digestion. Et après, il y a une C'est question toujours par rapport à pareil. l'anémie. Est-ce qu'il y a une différence entre thé vert et thé noir? Bon, il y a pas les deux vont agir négativement sur le fer, hein. Donc il faut. D'ailleurs, on conseille de boire du thé aux gens qui ont trop de fer, d'ailleurs, hein. Et vous savez que 2 à 3% de la population ont trop de fer, hein. C'est ce qu'on appelle l'hématochromatose, hein, qui est très négatif, en particulier pour le foie, qui peut créer des cancers du foie, entre autres. Et puis, vous savez que le fer, c'est très pro-inflammatoire. C'est pour ça, le fer, c'est un peu comme le glucose dans le sang. Vous voyez. C'est-à-dire que le glucose doit rester stable dans la circulation sanguine. C'est la raison pour laquelle le pancréas soigne pour stabiliser effectivement ce glucose. Bien, le fer, c'est pareil. Le fer, on en a absolument besoin pour le transport de l'oxygène, pour l'hémoglobine, etc. Mais il ne faut pas en avoir de trop parce que trop de fer, c'est un vrai poison, hein. C'est un des poisons qui vraiment détruit nos organes, quoi, hein. C'est très, très pro-inflammatoire parce que qui dit inflammation dit radicaux libres, hein, derrière, hein. Donc, c'est très, très négatif. Donc, c'est pour ça c'est vraiment des éléments qu'il faut contrôler, quoi. On a Alors, le on a du vert. s'il te plaît, je rejoins Claude, mais c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir du thé noir, il est beaucoup plus inflammatoire. Donc, s'il faut privilégier un thé, ce serait, comme pas inflammatoire, il est beaucoup plus acidifiant, acidifiant. Et qui dit acidifiant, donc douleur articulaire, des douleurs inflammatoires. Donc, vous mieux privilégier, s'il n'y a pas de contre-indication du thé vert, donc privilégier le thé vert que le thé noir. Euh, et- alors oui, et pour revenir sur le fer, est-ce que quand on a souvent entendu quand on a une baisse d'énergie, un coup de fatigue, de prendre deux comprimés de fer, est-ce que ça peut aider occasionnellement? Ben, Oui, il faut d'abord être sûr que ça vienne de ça, que la ouais, fatigue vienne du manque de fer, manque de ce qui est fer. pas Ouais. toujours le cas. Hein, si ça vient du manque de fer, oui, bien sûr, il faut en prendre. Mais si la raison est autre, parce qu'il y a plein de raisons, hein, qui peuvent être liées à la fatigue, hein. Donc, il faut trouver la cause, en fait. D'accord? On ne peut pas conseiller comme ça aux gens, vous êtes fatigué, prenez du fer. Non, il ne faut surtout D'accord. pas, hein. Faut d'abord travailler sur les causes, quoi. Alors, justement, dans notre affaire, bon, c'est vrai que donc les Iliad se diront, ouais, mais j'ai un client qui est fatigué. Eh ben, dans ce cas-là, donc, le complément alimentaire qui pourra donc régler, euh, qui pourra répondre à la question, ça va être la vitamine B complexe. Parce que comme c'est B complexe, donc il y a pas mal donc de, de, de complexes B qui pourront justement répondre à la question c'est pas ça, mais c'est ça. Donc voilà, donc si vous n'avez pas si vous avez un doute, B complexe avec la vitamine Avec, C, au moins avec on a une réponse. voilà, vitamine C, coenzyme Q10, arrivé à un certain âge. Ouais, Voilà,
Et comme il vient de le dire, Guy Daniel, en particulier la B6, hein, B6, Ouais, B9, B12, ouais, ça va jouer des rôles très importants pour l'énergie, bien sûr, hein. ouais. Également Mais pour ne donnez jamais du fer comme ça sans avoir une analyse sanguine. Hein, Ouais. si vous n'avez pas le taux de ferritine, etc., ne vous mouillez pas avec le fer, hein. On ne sait jamais, quoi. Imaginez que vous donniez du fer à quelqu'un qui en a déjà trop, vous risquez de l'empoisonner, quoi. Ouais. Damien, il y a une question en anglais, si tu veux traduire. Et puis, il y a entre-temps, il y a est-ce que pour un enfant trisomique, est-ce qu'on peut conseiller quelque chose? C'est Teresa qui demande ça. Bah, de toute façon, les antioxydants, enfin, les vitamines, ça peut que l'aider, hein, ça c'est sûr, hein. Après, c'est pareil, un enfant trisomique, il faut voir avec lui, il faut voir s'il est sous traitement ou pas, s'il a aucun traitement particulier. Bah, il faut que, pareil, il faut qu'il mange correctement, il faut éviter la constipation, il faut qu'il ait un bon transit, etc., quoi. Un enfant trisomique, il est comme tout le monde, hein, il peut être Mhm. en excellente santé, hein. C'est pas, voilà, malheureusement, c'est génétique, mais je veux dire, c'est pas une maladie en soi, quoi. On peut être trisomique et être en bonne santé, quoi. Ouais. Alors, D'accord. si je traduis la question de Géralda, c'est ma cliente a un cancer au stade 1, elle prend du double X, elle a une réaction de douleur du dos très forte et de maux de tête. Elle prend le double X pendant le petit déjeuner. Est-ce que ça peut être un effet lié au double X? Euh, enfin, moi, personnellement, je pense pas, mais il faudrait faire une analyse plus fine, quoi. Qu'est-ce qu'elle prend comme traitement? Voilà, quel est son mode d'alimentation, son mode de vie. Enfin, vous voyez, là, on peut pas on peut pas donner Ouais. une. C'est difficile, hein, faut vraiment faire. Vous savez, une consultation de naturopathe, hein, je pense que Guy Daniel, il est comme moi, hein, c'est 1 heure et demie, 2 heures, hein, pratiquement, hein. Donc, Mhm. on fait le tour, on fait un 360 sur tous les aspects de la vie de quelqu'un, hein, avant de le conseiller, quoi, hein. C'est Aussi, ouais, ouais. important, hein. Ouais. Et c'est vrai que donc vous avez la chance, vous avez donc deux naturopathes donc au sein donc de l'équipe. Donc n'hésitez pas donc à nous contacter. Et c'est vrai que donc vous mettez donc le client en relation avec nous, et puis on sera à même à donner des conseils précis. Parce que d'une personne à l'autre, parce que c'est vrai que là, on n'a pas toutes les informations. Est-ce qu'elle, bon, c'est vrai qu'elle est au stade 1, est-ce qu'elle a un traitement particulier? Donc, est-ce que donc on lui a proposé une chimio donc, dans peu de temps. Donc, il y a quand même des éléments qu'on n'a pas. Donc, il faut euh, absolument donc, leur donner nos coordonnées. Et de là, donc, on va les orienter, on va les retourner vers vous pour consommer donc, dans votre boutique. Donc, vaut mieux donc avoir un avis. Ok, alors, bon, les amis, on est dans les timings, un petit peu dépassés, mais c'était très intéressant. Il y a dans le chat, beaucoup de remerciements et de gens qui sont contents de l'information. Alors donc, pour une autre cours sur le bien-être, il y en aura un, donc le 22, mieux comprendre le cancer et comment l'éviter ou le combattre si on l'a déjà attrapé. Et puis, pour ceux qui sont dans l'entreprise, donc le 25, on a une stratégie 21. Hein, il y aura beaucoup de choses qui seront vues parce que l'année va débuter pour nous en septembre. Et puis, on a le mois d'août aussi qui est très, très positif. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien pour ce mois d'août. Alors, merci encore à Guy Daniel. Hein. Merci, Merci c'est mon moi. ami. Ouais. Et Claude, merci aussi à toi. Et puis, Merci. on va se retrouver bientôt. Hein. OK? Ouais. Alors, Merci à vous tous. il y a le chat qui Merci. continue. J'arrête l'enregistrement, on peut, si vous voulez mettre un mot sur le chat, on va, comment dirais-je, je sais pas comment